Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord. C'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site. Et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent,
Il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. L'histoire raconte que 2 jumeaux mayas adoraient les jouer au ballon. Bien sûr, ils étaient pas très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les 2 garçons à un endroit que les Mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué au test et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à 2 autres jumeaux, Unapu et Xbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balle. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés. Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés, les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux, où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler, et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance.
L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Xbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue, et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Xbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Xbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Xbalanque blesse Hunahpu, puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Xbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskouriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Ali Dik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro, qui est considéré comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir, mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus. Ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui. Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée. Le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans.
Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent? Parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le quechua ou le mopan. Il n'avait aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux,
leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages,
avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides.
Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la grande pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer.
Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-État des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station Spatiale Internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture.
mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leur fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides.
Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Lidskalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y arriverons peut-être un jour. Les égyptologues examinent depuis fort longtemps le moindre centimètre carré du site entourant la Grande Pyramide, mais ils ont pourtant négligé cette étonnante baignoire en granit rose enfouie à quelques kilomètres de là. Voici ce qu'il en est. Ce mystérieux tube ovale qui repose depuis des années à côté de la pyramide de Khéops pourrait prouver que les Égyptiens ont construit les pyramides non seulement à des fins architecturales, mais également pour produire de l'électricité, bien avant Alessandro Volta et Thomas Edison. Le plateau de Gizeh est célèbre pour ses 3 pyramides, celle de Khéops, celle de Khéphren et celle de Mykérinos. Mais 2 structures plus petites se trouvent tout près,
la grande excavation de Zaouiet El Aryan et la pyramide de Kaaba. Certains chercheurs affirment que ces constructions n'ont jamais été achevées, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été détruites pour des raisons plus mystérieuses. L'une de ces raisons pourrait être liée à l'utilisation initiale des pyramides de Gizeh. On pense en effet qu'elles servaient à produire de l'électricité. Pour relier ces différents éléments, il faut remonter au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un architecte et égyptologue italien nommé Alessandro Barsanti décida d'examiner la pyramide de Zaouiet El Aryan. Près du site, il remarqua quelque chose d'inhabituel, des fragments de granit éparpillés. Pour un passant ordinaire, cela aurait semblé insignifiant, mais Barsanti vit tout de suite ce dont il s'agissait. En effet, les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient souvent ces sites pour préparer les pierres avant de les transporter vers leur destination finale. La présence de granit sur le sol l'intrigua. Le granit était un matériau plus coûteux que le calcaire généralement utilisé pour les pyramides, ce qui suggérait qu'il avait peut-être été destiné à une structure importante et cachée. À une profondeur de 21 mètres, les archéologues découvrirent peu après un énorme bloc de granit rose. Ils poursuivirent les fouilles et mirent au jour d'anciennes inscriptions gravées dans les pierres. Ils envoyèrent les dessins à des experts, mais personne ne parvint à les déchiffrer. S'agissait-il d'instructions? C'est alors que Barsanti fit sa plus grande découverte. Il trouva une cuve ovale sculptée dans du granit rose que l'on avait poli pour lui donner un aspect miroitant. La cuve avait été soigneusement scellée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un mince résidu noir sur ses parois. Une substance huileuse. Cette découverte souleva de nombreuses questions dans l'esprit de Barsanti. Il ne comprenait pas pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité avaient pris tant de précautions pour sceller et protéger cette étrange cuve. En 1911, Barsanti dut abandonner ses efforts visant à élucider le mystère de cette fosse. Cependant, ces découvertes intriguèrent les chercheurs du monde entier, qui émirent leurs propres hypothèses. L'une de ces théories modernes suggère que les pyramides auraient pu faire partie d'un ensemble plus vaste. Selon elle, la pyramide de Khéops aurait en réalité servi de pompe à eau destinée à irriguer cette région désertique. Apparemment, les chambres internes de la pyramide fonctionnaient comme un système hydraulique. Dans les années 1990, un ingénieur prit cette théorie au sérieux et étudia la chambre souterraine de la pyramide. À sa grande surprise, il trouva des traces de dégâts causés par l'eau. Il semblerait que la pyramide générait de puissantes ondes de compression, également appelées impulsions, capables de produire de l'électricité. Cela a soulevé une question importante. Les anciens Égyptiens auraient-ils utilisé les pyramides comme générateurs pour produire de l'électricité? Sur le papier, cela s'est avéré possible. Cependant, parvenir à un consensus sur la fonction initiale des pyramides est probablement l'une des choses les plus difficiles au monde. Nous ne sommes donc toujours pas sûrs à 100% de cette théorie. En dehors de cela, l'Égypte reste un terrain idéal pour l'étude du passé de l'humanité. Les scientifiques viennent de découvrir ce qui ressemble à un centre de commande cosmique, similaire à la fameuse salle que l'on voit dans les films mettant en scène Doctor Strange. Ils ont découvert un observatoire astronomique en forme de L, mesurant environ 830 mètres carrés et datant du 6e siècle avant notre ère. Il s'agit sans aucun doute du premier et du plus grand observatoire de ce type. Cette structure en briques crues abritait des instruments utilisés pour calculer les dates liées aux rites de l'Égypte antique, couronnements royaux et calendrier agricole. Cet observatoire est situé sur un site archéologique connu sous le nom de Temple de Bouto, à seulement 80 km à l'est d'Alexandrie. C'est assez impressionnant. Cette structure a été conçue de manière à ce que l'on puisse y pénétrer par une entrée orientée à l'est. Ainsi, on pouvait admirer le lever du soleil. Une fois à l'intérieur, on découvrait un cadran solaire géant, utilisé pour mesurer le temps en suivant le mouvement des ombres à l'intérieur de la salle. Ce cadran solaire mesurait près de 5 mètres de long. Ce fut une découverte passionnante. Une autre découverte intéressante faite par des scientifiques et des égyptologues fut celle de la toute première momie enceinte. Même si nous en savons désormais beaucoup sur les processus de momification, nous continuons à faire des découvertes qui nous ouvrent de nouvelles portes sur la vie des anciens Égyptiens. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que cette momie était enceinte au moment de son embaumement, car elle avait été placée dans un cercueil masculin. Plus précisément, celui d'un prêtre. Les historiens affirment qu'au XIXe siècle,
de nombreux marchands mélangèrent les cercueils afin de les vendre. Oui, cela signifie qu'ils les ouvraient et échangeaient les momies pour satisfaire leurs clients. Ce fut une énorme surprise, car ils espéraient en apprendre davantage sur les problèmes de santé dans l'Antiquité lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil. Mais ils se sont retrouvés avec un autre problème sur les bras, les pratiques prénatales dans l'Égypte antique. Cette femme momifiée, qui a vécu il y a environ 2000 ans, était âgée de 20 à 30 ans lorsqu'elle est décédée. Elle a été découverte à Thèbes, et ses restes étaient incroyablement bien conservés. Vous voyez, les recettes de momification variaient à travers l'Égypte. Dans le cas de cette femme, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à la haute société, car elle a été enterrée avec des amulettes spéciales. Cependant, comme les méthodes de momification différaient considérablement selon les villes et les époques, il nous faut encore approfondir nos recherches afin de comprendre pourquoi elle fut embaumée avec son bébé. En parlant de momies, des scientifiques ont fouillé un lieu de repos à Saqqara, également en Égypte, et ont mis au jour 2 ateliers d'embaumement. L'un était destiné aux humains et l'autre aux animaux sacrés. Apparemment, ces ateliers remontent à environ 2400 ans. Ils étaient équipés de lits en pierre, de pots en argile et de récipients rituels, tout ce dont on avait besoin pour momifier. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert du fromage conservé dans des jarres derrière des tombes vieilles de plus de 3000 ans. Oui, du fromage. Cela montre que les anciens Égyptiens étaient également très doués pour la conservation des aliments. Ils savaient comment conserver les denrées à long terme, et pas seulement les momies. Cela nous montre qu'ils appliquaient leurs techniques de conservation aux aliments comme au corps, et nous donne un aperçu de leur impressionnant savoir-faire. Les scientifiques ont également découvert l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. À leur grande surprise, elle était entièrement recouverte d'or. Les momies égyptiennes recouvertes d'or sont très rares, mais ils ne s'attendaient pas à ce que celle-ci soit la plus ancienne jamais découverte. La momie était assez bien conservée, et ils ont pu identifier les restes d'un homme riche appelé Hekashepes. De nombreux symboles témoignent de son importance, notamment le bandeau qu'il portait sur la tête et le bracelet sur sa poitrine. Il était également vêtu d'une tunique et d'une ceinture, ce qui permettait de préserver la belle apparence d'une personne après son décès. Pour le découvrir, les chercheurs ont dû ouvrir le lieu de sa dernière demeure à l'aide de mortiers. En gros, c'était comme s'ils ouvraient une machine à remonter le temps, tout comme les Égyptiens de l'Ancien Empire l'avaient fait il y a 4300 ans. Quand on y pense, c'est comme si l'on pénétrait dans une capsule temporelle. Mais, assez parlé de momies, les scientifiques ont également découvert quelque chose de très intéressant au-dessus des pyramides. Ils ont dû utiliser un instrument très sophistiqué pour cela. Le radar ionosphérique à longue portée et basse latitude, qui permet de voir des ondes invisibles loin dans le ciel. Ce radar leur a permis de découvrir d'énormes bulles flottant dans l'air au-dessus des pyramides. On appelle cela des bulles de plasma, et elles causent des ravages sur les technologies modernes. Elles peuvent en effet perturber les signaux GPS et téléphoniques dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ces bulles sont immenses, parfois aussi grandes que des villes. Elles ont pour origine l'épuisement soudain des particules chargées dans l'ionosphère. Ainsi, au lieu de se répartir uniformément, elles restent agglomérées sous forme d'ondes. Il s'agit d'une découverte importante, car elle peut aider les scientifiques à comprendre comment empêcher ces ondes de perturber nos technologies. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite.
Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui.
Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Aïd Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement
un cercle de pierre qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional, Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions.
La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels, mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Vous disposez d'environ 130 millions de dollars. Que feriez-vous d'une telle fortune? Envisageriez-vous un voyage dans l'espace ou préféreriez-vous acquérir une île? Il existe bien des manières de dépenser une telle somme, mais un investisseur anonyme a choisi de l'utiliser pour édifier une extravagante cité sous-marine. Le projet n'est pas encore achevé, mais de nombreuses personnes œuvrent à le concrétiser. Si tout se déroule comme prévu, vivre sous les mers pourrait, dans un avenir proche, devenir une réalité. Au siècle dernier, une carrière de calcaire se trouvait à proximité de la frontière galloise, au Royaume-Uni. Elle fut inondée dans les années 90, formant un lac profond de 80 mètres. Aujourd'hui, un vaste chantier de construction l'entoure. Des camions y acheminent des matériaux tandis que des ouvriers en combinaison y assemblent d'imposants modules, semblables à de gigantesques sous-marins futuristes. Ces structures, appelées sentinelles, constitueront les édifices d'une petite ville sous-marine. Les ingénieurs conçoivent des matériaux en acier inoxydable à haute résistance, capables de supporter une immersion allant jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est la limite supérieure de la zone crépusculaire, un espace où la lumière solaire pénètre à peine. De grands calmars ainsi que d'autres créatures mystérieuses y évoluent. Imaginez-vous dans une chambre d'hôtel immergée, ouvrant les yeux pour découvrir un calmar géant vous fixant dans l'ombre. Ou pire encore, un œil immense vous scrutant au réveil.
Ce genre de scène pourrait devenir réalité si les sentinelles venaient à être installées avec succès dans les abysses. Mais revenons à notre chantier lacustre. Ce projet se nomme Deep. Son ambition, rendre la vie sous-marine aussi agréable que possible. À l'intérieur des modules résidentiels, les équipes aménagent des chambres, des cuisines, des salles de bain, ainsi que de larges hublots d'observation. L'accès s'effectuera à bord de petits submersibles. Toutefois, cela n'a rien d'aussi simple qu'une course en taxi. Pour vivre sous l'eau, il faut suivre un entraînement rigoureux sous la supervision d'instructeurs qualifiés et s'exercer dans des simulateurs de vie subaquatique. Le coût de la vie y sera probablement exorbitant, mais cela devrait en valoir la peine. Au moins, on y mangera bien. Un chef cuisinier élaborera un menu dédié et les aliments seront conditionnés dans des sachets hermétiques afin d'en préserver les arômes et les nutriments. L'ensemble est prometteur, mais une question demeure. Qui finance cette entreprise ? Le mystère reste entier. Le projet Deep est soutenu par un mécène inconnu, qui a déjà investi plus de 100 millions de dollars. Il convient de noter que cette initiative n'est pas la première du genre en matière d'habitat sous-marin. Ainsi, en 1962, Jacques-Yves Cousteau, célèbre explorateur et plongeur, inaugura la maison subaquatique Conch-Shelf 1. Il s'agissait d'un cylindre en acier installé à 10 mètres de profondeur, dans lequel 2 plongeurs vécurent durant une semaine. En 1970, plusieurs femmes passèrent également 14 jours immergées dans les Caraïbes, à une profondeur d'environ 15 mètres. L'objectif de cette expérience était d'étudier la psychologie humaine dans un environnement exigu, comparable à celui d'un vaisseau spatial. Sans grande surprise, ce projet fut en partie soutenu par la NASA. Des baies vitrées tournées vers la faune marine, une cuisine raffinée, des festivités sous-marines et l'isolement loin de toute civilisation. Tout cela paraît séduisant. Mais si l'on met un instant de côté ces attraits ludiques, existe-t-il un intérêt véritable ? Absolument. L'exploration des profondeurs océaniques. Nombre de biologistes marins estiment que l'exploration des océans est plus efficace lorsqu'elle s'effectue de l'intérieur. La plongée, en effet, présente des limites. Nos contraintes physiologiques restreignent le temps passé sous l'eau à environ 90 minutes. Des cités sous-marines offriraient la possibilité d'y séjourner durant des mois entiers. Mais l'enjeu demeure l'observation prolongée de la vie marine dans son milieu naturel. Au milieu des années 90, des chercheurs ayant entrepris l'étude du développement et de l'alimentation des coraux les avaient transférés en laboratoire. Ils constatèrent que les réactions des coraux variaient considérablement selon qu'ils évoluaient en environnement artificiel ou en pleine mer. Leur comportement en captivité différait nettement de celui observé dans leur habitat naturel. De telles cités sous-marines pourraient également représenter une aubaine pour les archéologues spécialisés dans l'étude des épaves englouties à travers l'histoire. Par ailleurs, elles pourraient jouer un rôle crucial face aux catastrophes naturelles. En cas de séisme, de tsunami ou d'éruption volcanique, ingénieurs et scientifiques pourraient concevoir des refuges aquatiques, à l'image du projet Subbiosphère 2. Ces structures circulaires, capables de s'immerger, offriraient un abri temporaire à 50 voire 100 personnes, leur permettant de survivre en toute sécurité à distance du danger. Les villes sous-marines pourraient constituer une réponse prometteuse aux problèmes de surpopulation, mais elles ne sont pas sans inconvénients. Les océans subissent déjà les effets de nos pollutions. Que se passerait-il si nous nous y établissions ? Étudier la vie marine en laboratoire est une chose, ériger des complexes touristiques en est une autre. L'un de ces établissements, le Water Discus, sera implanté à une profondeur maximale de 11 mètres. Il comprendra 21 chambres ainsi qu'un restaurant offrant une vue imprenable sur les récifs coralliens. Si le séjour semble agréable, certains spécialistes redoutent qu'une présence prolongée n'ait des effets néfastes sur la santé, en raison d'un manque d'exposition au soleil. Cela dit, y passer une petite semaine pourrait s'avérer instructif. Le principal défi que pose la conception de laboratoires, d'hôtels ou d'abris sous-marins réside dans la mise en place de systèmes fiables de survie et de sécurité. Il est impératif de maintenir des conditions d'air, d'humidité et de température aussi confortables que possible pour les occupants. Or, cela exige une quantité d'énergie considérable. Aujourd'hui, tous les édifices sous-marins modernes dépendent encore de sources d'énergie situées en surface. Cependant, les scientifiques ambitionnent de rendre les installations futures complètement autonomes, en exploitant l'énergie cinétique des vagues et des panneaux solaires à haut rendement. Il est également essentiel d'adopter une architecture adaptée pour ces structures. Au lieu de recouvrir toute une cité subaquatique d'une immense coupole, il est bien plus judicieux de concevoir un ensemble de grands modules d'habitation.
Ceux-ci doivent être conçus à partir d'acier, de verre et d'un ciment spécifique. Par ailleurs, la profondeur ne devrait pas excéder 300 mètres. Au-delà, la pression de l'eau imposerait des parois beaucoup plus épaisses. Pour acheminer et positionner ces modules résidentiels en toute sécurité, les ingénieurs ont recours à des caissons de ballast. Il s'agit de vastes réservoirs remplis d'eau servant à entraîner les structures vers le fond marin. Une fois les modules installés, l'eau peut être évacuée puis remplacée par de l'air, ce qui permet à l'habitation de remonter à la surface. Et qu'en est-il de l'air frais? Les poissons, eux, extraient l'oxygène de l'eau grâce à leurs branchies, mais ce procédé n'est évidemment pas envisageable pour les humains. Il faut donc acheminer de l'air depuis la surface. Celui-ci peut être diffusé dans la ville, puis combiné à une substance spécifique, le soda sorbe, qui réagit avec le dioxyde de carbone afin de l'éliminer. L'idéal serait de pouvoir produire de l'oxygène directement dans les villes sous-marines, sans dépendre de sources extérieures. Pour cela, il faudrait aménager des fermes peuplées de plantes capables de photosynthèse. Toutefois, ces végétaux devraient alors se contenter d'une lumière artificielle en lieu et place du soleil. Si l'on envisage une autonomie totale, les habitants pourraient s'approvisionner directement dans l'océan. Il suffirait d'enfiler équipements de plongée, masques et bouteilles d'oxygène, puis de sortir par un sas étanche. À l'aide de harpons et de filets, il serait alors possible de capturer son repas. Attention toutefois à surveiller ses réserves d'oxygène et à ne pas trop s'éloigner. Frire son poisson à la poêle est à éviter, car les odeurs seraient envahissantes. Dans un habitat sous-marin, l'air, confiné comme dans une cabine d'avion, ne se renouvelle pas facilement, ce qui accentue les émanations. Peut-être qu'un jour, des espaces de cuisson spécifiques verront le jour. Mais en attendant, il faudra se contenter d'aliments en conserve ou déshydratés. Envie de bouger un peu? Faites une promenade sous-marine. Au lieu d'une bouteille, vous pouvez utiliser un tuyau reliant votre masque à une réserve d'air dans votre logement. Mais attention, votre exploration sera limitée. La longueur du tuyau impose une distance à ne pas dépasser. Air, alimentation, structure sûre et l'eau potable. À l'avenir, des filtres intégrés à ces hôtels pourraient nous permettre de dessaler l'eau de mer. Cette ressource pourrait aussi provenir de la condensation formée dans l'habitat, ou même des sécrétions humaines. Cela peut surprendre, mais les astronautes, par exemple, utilisent depuis longtemps des dispositifs capables de recycler leur fluide en eau potable.